Jean-Luc Mélenchon, le fondateur de la France Insoumise qui mobilisait ses partisans hier avec la marche pour la 6e République. Jérôme Rabier et Quentin Calmet y étaient. Porté par des sondages qui progressent, Jean-Luc Mélenchon voulait faire de cette marche pour la 6e République une démonstration de force politique. Avec plus de 100 000 personnes revendiquées par l'équipe de campagne, l'ambiance était au beau fixe et l'espoir présent chez les militants. Je vois tous ces gens de tous les âges avec un enthousiasme évident et franchement ça fait chaud au cœur. C'est vraiment une campagne, moi j'ai fait l'autre campagne, elle est vraiment en puissance encore plus. Sourire de rigueur aussi pour la garde rapprochée du candidat qui n'a désormais qu'un but, accéder au second tour. Ce qui compte dans les sondages, c'est les dynamiques. Et nous, on est en dynamique. Donc maintenant, notre enjeu, c'est d'être au second tour. Le bulletin de vote qui peut permettre qu'on n'ait pas un second tour entre Macron et l'extrême droite, c'est le bulletin Jean-Luc Mélenchon. Pour bouleverser les pronostics, Jean-Luc Mélenchon a déroulé son programme social, manière de s'installer comme la seule alternative au duel Macron-Le Pen annoncé. Et le candidat en appelle aux abstentionnistes, aux indécis et aux autres forces de gauche. En choisissant l'Union populaire dès le premier tour, vous faites un choix de société, car tel est bien dorénavant le sens de cette élection, puisque M. Macron a annoncé fort et clair son programme. Alors, oui, ce vote est un référendum social. Vous êtes prévenus. Il y a 5 ans, la grande marche parisienne avait été un déclic dans la campagne de Jean-Luc Mélenchon, qui avait ensuite rattrapé puis doublé son adversaire socialiste Benoît Hamon, sans toutefois réussir à accéder au second tour, un plafond de verre que le candidat espère cette fois faire voler en éclats. Jusqu'où montera Jean-Luc Mélenchon? On en débat tout de suite avec Claire Chartier. Bonsoir, vous êtes journaliste et essayiste. Stewart Shaw, bonsoir. Directeur des études politiques chez Via Voice. Vous publiez L'opinion des émotions. C'est coédité par les éditions de l'Aube et la Fondation Jean Jaurès. Jean Garrigue, bonsoir, historien, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Votre livre La tentation du sauveur est publié aux éditions Payot. On est également en duplex, en visioconférence avec Gaël Sliman, le président et cofondateur d'Odoxa. Bonsoir Gaël, bienvenue à vous aussi. Thomas. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique, à mes côtés. Comme tous les lundis, comme tous les mercredis, bonsoir, bienvenue à vous aussi. On va donc analyser ensemble cette dynamique Jean-Luc Mélenchon en regardant, ce dernier sondage Ipsos pour France Info et Le Parisien avec les intentions de vote au premier tour. On a un Emmanuel Macron à 30,5, Marine Le Pen 17. Jean-Luc Mélenchon, le voici, à 13, devant Éric Zemmour et Valérie Pécresse à 10%. Alors on a regardé, parce que ce sont les dynamiques évidemment qui nous intéressent. Claire Chartier, il y a 3 mois, il était à 8%, ça fait 5 points. Comment vous l'analysez, la tendance ? Alors effectivement, la référence à la campagne précédente s'impose. Est-ce que cette fois, la tortue Mélenchon va arriver, va toucher au but ? Parce qu'il avait employé lui-même cette image de tortue. Je pense que c'est quand même, ça paraît quand même très difficile parce que 2017, c'était il y a presque un siècle, il y a 5 ans qui se sont passés et on n'est pas du tout dans la même configuration. C'était quand même la nouveauté, Mélenchon, à cette époque-là, surtout son ascension avait surpris tout le monde. 5 ans se sont passés, il n'a pas tellement finalement concrétisé, en tout cas rentabilisé ce très beau score de la campagne, enfin de l'élection. Il n'en a pas fait grand-chose et surtout, entre-temps, il a quand même beaucoup cassé du sucre sur le dos de ses camarades de gauche. Aujourd'hui, pour arriver quand même vraiment à se qualifier pour le second tour, il va falloir qu'il élargisse sa base. Donc ça semble extrêmement difficile. Et puis, en plus, il a hésité sur le plan tactique entre la tactique de l'insoumission, qui collait bien d'ailleurs à son propos de projet, et puis la tactique rassembleur de gauche. Donc en fait, il y avait sans arrêt une valse hésitation là-dessus. Donc ça me semble assez mal. Je dirais que c'est quand même une hypothèse assez peu probable, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres camarades de plateau, qu'il arrive à élargir, et puis il y a tout cet enjeu, on en parlera certainement après, finalement pour élargir sa base des abstentionnistes, et là il va se retrouver en frontal avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, on y consacrera évidemment un chapitre de ces débats à la question des abstentionnistes. Stewart Shaw, la marche d'hier quand même, nouvelle démonstration de force. Alors si on la compare à celle d'il y a 5 ans, je crois qu'il y avait un petit peu moins de monde hier, mais quand même, on voit
aussi à Jean-Luc Mélenchon qui est peut-être un peu, je ne sais pas si c'est routinier ou superstitieux, j'en sais rien, mais il répète les axes de sa campagne précédente. Oui, sans doute. Alors, il est dans une dynamique, c'est évident. On le voit sur les différentes intentions de vote. Il faut voir quand même aussi les chiffres derrière ces intentions de vote. Il a un socle électoral qui est important, mais qui reste relatif par rapport à ses concurrents. 48% des électeurs Mélenchon 2017 sont prêts à revoter Mélenchon en 2022. C'est élevé, mais c'est peu par rapport à Macron. On est à 72%, 56% pour Le Pen. Deux autres écueils, à mon sens, et actuellement, vous avez raison de le rappeler, à gauche, puisque vous avez quand même 12% des électeurs Mélenchon 2017 qui seraient prêts, cette fois-ci, à voter Roussel. 11% pour Jadot. Donc, si on fait le cumul, ça fait quand même un score qui est non négligeable, sachant que la qualification pour le troisième, voire le second tour, va peut-être se jouer à pas grand-chose. Et enfin, troisième élément, c'est les abstentionnistes. C'est vrai qu'en 2017, il faut se rappeler que Jean-Luc Mélenchon fait des scores quand même assez élevés sur les catégories de population qui traditionnellement votent peu. C'est-à-dire qu'il fait premier chez les primo-votants, 18-24 ans, il est à 30%. Il fait 31%, c'est les demandeurs d'emploi, il fait 24%, c'est les ouvriers. Effectivement, vous avez raison de le rappeler, l'abstention sera une clé majeure pour, oui ou non, concrétiser cette dynamique. Jean Garrigue, est-ce qu'il peut endosser le costume du sauveur dont vous parlez dans votre livre ? Pas du tout. C'est pas une tradition forcément dans sa famille politique ? D'abord parce que c'est aux antipodes de la tradition de gauche. Il y a toujours un refus de cette figure, même si, de manière objective, certains, à gauche, comme Léon Gambetta au tout début de la Troisième République, Clémenceau ou même Pierre Mendès France dans les années 50 ont pu faire figure de sauveur. Mais il y a une méfiance de la part des électeurs et de la part des représentants eux-mêmes de la gauche, comme Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il détesterait qu'on l'assimile à cette figure d'homme providentiel. Ce qui est vrai, c'est que dans le contexte de cette campagne d'une gauche totalement émiettée et amoindrie, il apparaît effectivement comme une sorte de figure qui peut au moins atténuer un peu le désastre à gauche et qui de certaines manière-là peut faire figure de sauveur, d'homme providentiel pour la gauche. C'est un petit peu d'ailleurs l'image de celui qui est une de ses grandes références, qui est François Mitterrand, qui en 81 apparaît un peu comme cette figure de sauveur. Mais le gros problème de Jean-Luc Mélenchon par rapport à cette image de sauveur, c'est que c'est pas du tout un rassembleur, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Quoi qu'il en dise aujourd'hui, à gauche, il a été depuis 5 ans un diviseur. Comme vous le disiez, il a beaucoup cassé du sucre sur le dos de ses adversaires. Et puis, lorsque Yannick Jadot, il y a quelques mois, a tenté d'essayer de recoller un peu les morceaux d'une gauche en débris, il a été l'un des premiers à refuser finalement la main tendue, en tout cas à refuser véritablement d'y aller, parce que ce qui compte pour lui, c'est d'être le premier à gauche. Depuis 10 ans, d'ailleurs, je dirais le fil conducteur de son travail politique, c'est pas tant d'arriver au pouvoir que d'être le premier à gauche, que de se substituer au Parti socialiste et de faire de la France insoumise, aujourd'hui de l'Union populaire, la première force à gauche. Donc on voit bien que il ne peut pas être cette figure de sauveur, en tout cas. Gaël Sliman, un point précis sur les indécis, puisqu'on est à 3 semaines, c'est une des différences d'ailleurs majeures avec la présidentielle d'il y a 5 ans, puisque son grand meeting, enfin cette grande marche avait eu lieu à peu près au même moment au printemps, sauf que il avait plus de temps pour progresser. Là, on est à 3 semaines. Les indécis pèsent encore lourd dans vos études ? Ils pèsent très très lourd, mais je ne suis pas certain que Jean-Luc Mélenchon puisse y puiser beaucoup de réserves. Les indécis et les personnes qui envisagent de s'abstenir, nous on est sur un indicateur d'abstention qui est plutôt moins élevé que ceux de nos confrères. C'était déjà le cas il y a 5 ans. Ça s'était plutôt révélé d'ailleurs exact à l'époque, se tourne autour d'une personne sur 4 qui envisage de s'abstenir. Mais on a plein de gens qui nous disent qu'ils comptent voter au premier ou au second tour, mais qui hésitent encore ou qui sont très peu certains de leur choix, 30 à 40% des gens qui comptent voter. Donc ça fait beaucoup d'incertitudes. Si je peux ajouter quand même quelque chose à ce qui a été dit ou compléter sur les chances de pour Jean-Luc Mélenchon de jouer ce rôle de sauveur, il y a une différence énorme entre il y a 5 ans et aujourd'hui, c'est qu'entre-temps, Jean-Luc Mélenchon s'est grillé, si j'ose dire, auprès de très nombreux Français avec son fameux « La République, c'est moi » et avec des postures qui ont semblé déraisonnables pour ne pas
pour dire les choses de manière euphémisée. Et il s'était déjà un petit peu grillé au soir du second tour de la présidentielle, enfin du premier tour plus exactement, en n'appelant pas clairement à voter pour Emmanuel Macron. C'est même le moins qu'on puisse dire. Résultat, dans nos baromètres politiques, ceux que nous réalisons ensemble avec vous Thomas, on a à peu près 1 personne sur 2 en France qui dit ressentir de la détestation à l'égard de Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que c'est un des recordman. Alors il y a Éric Zemmour qui est le champion absolu du rejet, mais Jean-Luc Mélenchon est aujourd'hui plus détesté, plus rejeté par les Français que ne l'est Marine Le Pen, par exemple. Donc ça n'interdit pas d'espérer passer au second tour par un quelconque miracle. Dans la dernière intention de vote au Doxa, il y a un écart qui est encore important entre Marine Le Pen et lui, mais c'est vrai qu'il est en train de dépasser Valérie Pécresse et Éric Zemmour, donc il est dans un trend qui est positif. Mais même s'il passait au second tour, les confrères qui ont testé des hypothèses improbables de second tour, Mélenchon, Macron, ont des résultats de type 2 tiers, 1 tiers. Donc la possibilité qu'il puisse incarner un espoir pour la gauche de se qualifier et d'avoir une chance de gagner la présidentielle est quasiment nulle. Oui, or c'est l'un de ces arguments, on va y revenir, du vote utile à gauche. Mathieu, vous êtes intéressé aux fins de campagne, vous, de Jean-Luc Mélenchon? Oui, parce qu'on a parfois un sentiment de déjà-vu avec Jean-Luc Mélenchon. Alors normal, me direz-vous, c'est sa 3e campagne. Oui. Mais la différence d'autres candidats qui ont fait 3 campagnes, je pense à Marine Le Pen, par exemple, qui a fait une forme d'aggiornamento quand même sur son programme, sur ce qu'elle propose. Mais le leader des Insoumis, lui... mais un soin particulier à répéter les mêmes figures. D'habitude, on ne change pas une méthode qui gagne. Jean-Luc Mélenchon, lui, ne change pas une méthode qui perd. Hier, il était à Paris pour un rassemblement en plein air, comme il y a 10 ans, le 18 mars 2012. C'était à la Bastille, c'était pas à République. Ouais. Mais ils vantaient déjà la Constituante et la 6e République, et ils étaient, selon les organisateurs, 120 000 déjà. 5 ans plus tard, jour pour jour, il était où? Il faisait une marche de la Bastille à la République, comme hier. Là, les organisateurs disaient qu'ils étaient 130 000, et devinez quoi? Qu'est-ce qu'ils vantaient? La Constituante et la 6e République, exactement comme hier. Je plaisante et je prends Paris comme exemple, mais j'aurais pu prendre Marseille, parce qu'il y a 10 ans, c'était le Prado, 120 000 personnes selon les organisateurs. Il y a 5 ans, c'était le Vieux-Port, 70 000. Et puis, devinez quoi, dimanche prochain, ça sera le Prado. Donc l'homme a pour lui une certaine constance, dira-t-on. Mais les mêmes idées, les mêmes rassemblements et le même candidat peuvent-ils produire autre chose que le même résultat? Oui, alors quand même, on a à cet instant T de la campagne une progression régulière dans les sondages. Oui, alors j'allais dire comme en 2012 et en 2017. Oui. Reste à savoir comment l'aventure se terminera pour lui cette fois-ci. Car les fins de campagne de Jean-Luc Mélenchon sont parfois difficiles et souvent synonymes de coups de fatigue. Alors en 2012, ça s'est très mal terminé, c'est le scénario du pétard mouillé. Jean-Luc Mélenchon commence l'année autour de 7% dans les sondages, il grimpe jusqu'à espérer ravir la 3e place à Marine Le Pen. À la mi-mars, il est à 10%, début avril, le voilà à 14%, mi-avril, un sondage le crédite même de 17% en avril 2012. Et puis le soir du premier tour, c'est terminus, tout le monde redescend, il est à 11,1%. 5 ans plus tard, 2017, ça c'est le scénario du boulet de canon. Début mars, il est à 10%. Début avril, il grimpe à 15%. Mi-avril, il s'installe autour de 18% et il finira, comme tout le monde le sait, à 19,58. Les fameuses 600 000 voix d'écart qui le séparent du second tour, comme il dit. Et alors cette fois-ci? Cette fois-ci, il y a quelque chose qui change quand même. J'entendais ce que disait Gaël Sliman. Ouais. C'est quand même que le ticket de qualification va baisser. Donc mécaniquement, ça lui laisse quand même un peu plus de chance, même s'il a peu de réserve de voix, en tout cas pour reprogresser pendant cette campagne de premier tour. Et puis même ses adversaires le reconnaissent, Jean-Luc Mélenchon sait y faire, c'est un tribun hors pair, c'est sans doute le meilleur qu'on a dans cette campagne présidentielle. Et selon un schéma désormais bien connu, comme en 2017, Jean-Luc Mélenchon a rangé le bruit et la fureur, et là il a enfilé un nouveau costume, le costume de la tortue sagace, qui trace son chemin, c'est beaucoup plus patelin, c'est beaucoup plus rassembleur, parce que je pense qu'il est quand même moins véhément, et il a choisi cette tactique, après c'est vrai, avoir joué l'insoumission comme vous le disiez tout à l'heure, il a quand même choisi l'idée que à gauche il est le seul à pouvoir fédérer les espoirs. D'ailleurs il répond pas aux critiques de la gauche, vous l'entendez plus cogner contre ses rivaux de gauche, ses concurrents, mais il concentre ses tirs sur le président sortant, avec une seule question quand même, est-ce qu'il n'est pas en train de se tromper d'adversaire? Parce que Emmanuel Macron, c'est éventuellement le second tour, mais son adversaire de premier tour, c'est Marine Le Pen. Tiens, justement, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il se trompe d'adversaire? Ça prend plus sur Emmanuel Macron que sur les autres. C'est bien possible, mais juste pour revenir, on évoquait Éric Zemmour. Je trouve qu'il y a quelque chose de parallèle entre les figures d'Éric Zemmour et de Jean-Luc Mélenchon. Tous les deux sont
de bons tribuns. Bon, Jean-Luc Mélenchon l'est peut-être meilleur encore. Ils aiment la culture, l'histoire, et les gens, les Français, les créditent de ça. Ils ont ce... Mais alors, à la différence d'Éric Zemmour, qui a finalement quand même une proposition qui fait système, en fait, qui est vraiment... Elle tient sur 2-3 points, donc c'est assez facile de faire système dans ces cas-là. Jean-Luc Mélenchon, lui, il s'est un peu contredit, parce que précisément, il dit qu'il est défenseur de la République, et puis après, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il dit « la République, c'est moi », en pleine perquisition. Donc là, il y a quand même une petite contradiction. Il parle aussi de la monarchie présidentielle, et par ailleurs, en fait, il vante, et lui-même, c'est son terme, son césarisme. Donc ces contradictions-là, je pense, ont contribué aussi quand même au fil du temps à affaiblir quand même la portée de son message. Et j'ajouterais qu'il y a un contexte plus général. Jean-Luc Mélenchon, c'est la figure du populisme de gauche en France. C'est pour ça d'ailleurs qu'il se retrouve face au populisme de droite, Marine Le Pen. Sur le plan européen, les populismes de gauche, ils ont échoué. Podemos, effectivement, ça a fini dans l'impasse. Et en Grèce, la même chose. Donc, il était porté en 2017 quand même par cette vague-là qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a tout un ensemble, un contexte qui ne le favorise pas. Alors, on parle d'abstention maintenant, puisque vous l'avez les uns et les autres évoqué rapidement. Et je vous propose d'entendre l'appel, en quelque sorte, lancé par Éric Coquerel sur Public Sénat. C'était ce matin. Il y aura peut-être aussi une partie aujourd'hui des personnes qui imaginent, des électeurs qui imaginent voter pour Fabien Roussel ou d'autres, qui finiront par se dire ça vaut quand même le coup d'avoir un duel entre M. Macron et Mélenchon. Donc vous misez sur l'effet vote utile? Sur un vote qu'on appelle un vote efficace. Ce qu'on appelle un vote efficace. Parce que le vote utile, on en a été victime pendant très longtemps, qui était l'idée de dire il vaut mieux voter socialiste, même si vous n'êtes pas du tout d'accord avec le PS. Nous, ce qu'on veut, c'est un vote efficace sur notre programme. Voilà. Mais encore une fois, je vous assure, je pense que c'est d'abord les potentiels abstentionnistes qui font la différence. Stewart Shaw, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, c'est un électorat populaire qui a plutôt tendance à se mobiliser tardivement dans une campagne électorale. La maxime, elle vaut toujours aujourd'hui ? Oui, mais c'est vrai que c'est une campagne qui est portée par un triptyque émotionnel qui est quand même clairement défini depuis le début. C'est ennui, indifférence et incompréhension. Ouais. Donc, là, on est dans le thème de votre livre. Là. Et dans le thème, vous me permettrez de parler. Oui, bien sûr. Mais parce que je pense que c'est une des clés d'explication aussi de mobilisation ou de démobilisation d'un certain nombre d'électeurs. Sur l'électorat, Jean-Luc Mélenchon, ce qui est intéressant, c'est quand vous dressez leur profil émotionnel, c'est de la résignation, de la colère et du désespoir. Le risque, c'est que cette colère, à un moment donné, elle finisse aussi par être résignée, donc qu'elle finisse par être tue et finalement qu'elle démobilise. Donc la question, c'est est-ce que finalement, jusqu'au bout, cet électorat populaire de gauche, effectivement, saura mettre un bulletin de vote, quel qu'il soit, et pour le coup Jean-Luc Mélenchon, ou est-ce que finalement elle ne va pas tomber dans une forme d'apathie aussi démocratique, parce qu'aujourd'hui elle voit avec beaucoup de défiance aussi les institutions politiques et leurs représentants. Est-ce qu'on trouve un peu les mêmes émotions négatives dans l'électorat de Marine Le Pen ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez Marine Le Pen, on a à peu près effectivement ce même halo d'émotions négatives. Par contre, il y a un état d'esprit beaucoup plus positif. Okay. Et d'ailleurs, c'est la différence aussi entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, c'est-à-dire qu'on a à peu près les mêmes émotions. Pour autant, l'état d'esprit chez Éric Zemmour, chez les électeurs d'Éric Zemmour, est plus négatif, alors que chez Marine Le Pen, il est plus positif. Maintenant, à voir ce que tout cela donne aussi dans les urnes. Gaël Sliman, si on fait un gros plan, un focus sur cet enjeu de l'abstention, là aussi, on est beaucoup dans la bagarre entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Ils ont à peu près le même défi à relever l'une et l'autre. Est-ce que vous diriez ça ? Pas tout à fait. Ils vont avoir la même difficulté au niveau sociologique. Sur notre indicateur d'abstention, donc autour d'un quart des Français s'abstiendraient si l'élection avait lieu dimanche prochain, ce qui est énorme. Ça situerait ce premier tour de 2022 au deuxième plus haut niveau d'abstention à un premier tour sous la Ve République. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement une abstention très forte chez les jeunes. On est à 37% de jeunes de 25 à 34 ans qui s'abstiendraient si l'élection avait lieu dimanche prochain et une abstention très forte chez les foyers les plus modestes. On est à 36%. C'est en gros des ratios du simple au double par rapport à un électorat plus âgé ou à un électorat plus aisé. Et ça va gréver ou handicaper les chances de Marine Le Pen autant que celles de Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils ils arrivent à séduire pas mal ces électorats-là. Mais la différence, c'est que l'électorat de Marine Le Pen est un électorat plus motivé. On est environ à 20% d'électeurs habituels RN ou de gens qui se disent proches du RN
qui pourraient s'abstenir, alors qu'on est à 28% chez les Insoumis. Donc il y a un risque qui est encore plus fort chez les Insoumis qu'au Rassemblement national, mais c'est clair qu'il existe pour les deux candidats. On va continuer de comparer en quelque sorte les électorats de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen. Et pour ça, je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre. Bonsoir Steve, bienvenue. On va parler dans cette campagne du leader de la France Insoumise d'une thématique importante, c'est la thématique du pouvoir d'achat. Que propose-t-il ? La retraite à 60 ans. La retraite à 60 ans, c'est la mesure sur laquelle Jean-Luc Mélenchon mise pour se distinguer d'Emmanuel Macron. C'est plus largement la mesure sur laquelle il mise pour séduire l'électorat de gauche, car selon lui, il y a d'un côté la droite, dont fait partie selon lui Emmanuel Macron, et puis il y a Jean-Luc Mélenchon. Écoutez-le hier. Et jamais, pour qui n'a pas une carrière complète, moins de 1 000 € pour qui que ce soit. Choisissez, tranchez, la retraite à 65 ans avec Macron ou la retraite à 60 ans avec Mélenchon. Oui, ce qu'on entend avec Mélenchon, les électeurs potentiels voteront pour un vrai problème de gauche. Oui, c'est en tout cas le message que Jean-Luc Mélenchon tente de faire passer, notamment au-dessus du hidalguisme et du jadottisme. Alors, je ne sais pas si on dit ça vraiment comme ça. Si vous votez Mélenchon, vous aurez les choses suivantes. Le SMIC net à 1 400 € et tout de suite, on va l'entendre. Une 6e semaine de congés payés et la retraite donc à 60 ans. Voilà quelques-unes des propositions phares de Jean-Luc Mélenchon. Et il en faut des propositions phares dans une campagne. Dans cette élection, on voit très peu de propositions waouh, de mesures vraiment percutantes qui marquent les esprits. Jean-Luc Mélenchon veut faire de l'augmentation du SMIC l'un de ses marqueurs. Écoutez-le. Si l'Union populaire l'emporte, il y aura le même jour le décret sur l'augmentation du SMIC à 1 400 € net et le décret sur le blocage des prix. Le pouvoir d'achat, thème central donc de Jean-Luc Mélenchon, thème principal aussi, vous en parliez Thomas, de Marine Le Pen depuis 6 mois maintenant. Et quand on regarde les sondages, eh bien on se rend compte qu'environ un quart des électeurs potentiels de Marine Le Pen envisageraient de glisser un bulletin Mélenchon dans l'urne s'il venait à se qualifier pour le deuxième tour. On comprend mieux la bataille qui se joue actuellement entre les deux candidats autour du pouvoir d'achat. Merci Steve, à tout à l'heure pour notre second débat. Effectivement, c'est intéressant. Jean Garrigue, on avait le sentiment que c'était plutôt les propositions de Marine Le Pen sur cette thématique du pouvoir d'achat qui imprimaient plus. Est-ce que c'est en train de changer d'une certaine façon ? Oui, j'ai l'impression que la grande vertu de Jean-Luc Mélenchon dans cette campagne, c'est d'avoir recentré le débat sur cette question du pouvoir d'achat. Il a été servi par les événements puisque la guerre en Ukraine a recentré le débat là-dessus, mais on a bien vu qu'il y avait toute une séquence autour des thèmes de sécurité et d'immigration qui profitait beaucoup à Éric Zemmour, qu'il avait d'ailleurs lui-même installé dans le débat. Et là, incontestablement, ce retour à la question du pouvoir d'achat, au social, est quelque chose qui, manifestement, est très utile, en tout cas, à Jean-Luc Mélenchon. Mais le problème, d'abord, c'est que, au fond, là, on nous refait le même coup qu'en 1981 et ceux qui ont un peu de mémoire savent que les solutions qui sont proposées aujourd'hui n'ont pas forcément été des grands succès il y a 40 ans, pardon. Mais ça, c'est une question. Et l'autre problème, c'est que la réponse à ces questionnements sociaux et sociétaux, d'ailleurs, mais sociaux essentiellement, aujourd'hui, c'est une réponse populiste. Et que si vous additionnez les voix de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, et peut-être même une partie de l'électorat d'Éric Zemmour, vous avez une réponse populiste qui, questionne quand même par rapport à la faisabilité, la viabilité de tout ça. Et en prenant un peu de recul, si vous voulez, c'est quand même très inquiétant par rapport à l'état de notre démocratie. Bon, je ne suis pas le premier à le dire, ni je pense à le ressentir, mais incontestablement, ils viennent combler un vide de propositions venant des partis traditionnels, ceux qui ont été dégagés déjà en 2017, et notamment venant de la gauche, on va dire la gauche social-démocrate. Et ça, c'est un vrai problème. C'est effectivement une force pour Jean-Luc Mélenchon, mais à terme, pour la gauche française, je ne suis pas sûr que ça soit très positif. Mathieu ? Moi, je trouve qu'il y vient tard, Jean-Luc Mélenchon, social. Il a mené sa campagne pendant l'automne, en tout cas, sur des thématiques qu'on a davantage entendues de sa bouche, qui était la bifurcation écologique, enfin ce qu'il appelait la transition écologique, qui est devenue une bifurcation.
qui était aussi la fameuse 6e République. Il fallait à l'époque pour lui plumer la volaille écologiste. Hein. C'était plus le problème, c'était plus les socialistes parce qu'ils étaient en ras de terre, mais c'était de la seule concurrence à gauche, elle était verte pour Jean-Luc Mélenchon. À l'inverse, je trouve que Marine Le Pen, assez vite, plus vite que Jean-Luc Mélenchon, a pris le virage du pouvoir d'achat dès la fin de l'automne, quand elle a compris que la bataille sur l'immigration, de toute façon, devenait inaudible parce que Éric Zemmour parlait d'immigration, parce que la droite classique parlait d'immigration, parce qu'elle parlait d'immigration, et parce que, en plus, la thématique du pouvoir d'achat montait dans le pays. Parce que c'est monté dans l'actualité, simplement. Bien sûr qu'elle a enfoncé ce cheval-là. Après, Jean-Luc Mélenchon, moi je trouvais que dans son discours d'hier, il y avait des accents beaucoup plus sociaux, alors qu'il a toujours porté dans son programme. Hein. Je ne dis pas qu'il les invente, mais qu'il mettait moins en avant. La retraite à 60 ans, c'est pour lui évidemment une façon de s'opposer à Emmanuel Macron, mais c'est aussi un message en subliminal aux électeurs, aux potentiels électeurs le pénistes, même s'ils ne le voient pas comme ça, parce que Marine Le Pen a renoncé à la retraite à 60 ans. C'était quand même un de ses totems, et début février, elle a revu son projet, elle donne la retraite à 60 ans pour les gens qui ont 42 annuités et qui ont démarré le boulot à 20 ans. C'est quand même un spectre beaucoup plus restreint que sa promesse, qui était une vieille promesse de 2012. Hein. Et il a parlé aussi, je trouve, beaucoup hier aux enseignants, qui était quelque chose, qui était une clientèle électorale, entre guillemets, très socialiste. Les socialistes démarraient toujours la campagne par l'éducation. En 2012, c'était François Hollande et ses recrutements de 60 000 professeurs. En 2022, c'est Anne Hidalgo et je vais doubler le salaire de tous les enseignants. C'est un très, très grand classique à gauche, mais c'était pas tellement un classique de la France insoumise. Et là, hier, il a quand même adressé des messages assez forts aux enseignants pour dire, en gros, il y a que moi là-dedans, si je veux, en caricaturant le projet d'Emmanuel Macron, en disant, il va faire des écoles aujourd'hui, des entreprises et mettre le libéralisme et le privé partout dans l'éducation. Moi, je suis le garant, je suis le rempart à ces méthodes-là. C'est vrai qu'en fait, il se place là où on entendait la gauche. Alors, dans un contexte qui est aussi favorable aux thématiques de gauche, c'était tout à fait stupéfiant de ne pas entendre davantage la gauche. Enfin, le pouvoir d'achat, c'est quand même vraiment c'est le mot d'ordre de cette famille-là. Donc il se place là-dessus, effectivement, avec moi je trouve qu'il a du retard par rapport. Je suis complètement d'accord. Je pense que Marine Le Pen a eu une intuition quand même. Elle a un peu préempté le thème. Quoi. Vraiment. Donc ce qui fait que ça lui donne un avantage. Sur l'abstention, les jeunes, il y a aussi quelque chose que vous notiez dans un précédent livre sur le fait qu'il y a une droitisation quand même de cette jeunesse, et donc ça me semble donner l'avantage aussi à Marine Le Pen, c'est-à-dire que j'ai été d'ailleurs très intéressée par le fait que le terme, la lutte contre le libéralisme économique, elle n'est pas du tout aussi forte qu'on peut l'imaginer dans cette fraction de la population. Donc là, un Mélenchon, il est quand même tout à fait en porte-à-faux par rapport à cette tendance-là. Donc là aussi, ça donne un avantage à Marine Le Pen. Et dernier point à souligner par rapport aux écologistes. Là, il y a quelque chose qui vraisemblablement l'a servi, c'est le départ de Sandrine Rousseau. Parce que du coup, en fait, il récupère les voix qu'on qualifie hâtivement de woke dans les médias, mais c'est-à-dire que toutes ces thématiques de d'éco-féminisme, de genre, etc., il peut en fait, récupérer tous ces gens qui sont attachés à ces thématiques, qui étaient chez Jadot, parce que Rousseau, et finalement, il peut récupérer ça et nourrir un peu ses troupes. Ça sera pas suffisant, je pense, mais ça lui donne quelques apports supplémentaires. Alors, le dynamisme, parce qu'il est réel, qui porte, on l'a vu avec les chiffres tout à l'heure, qui porte Jean-Luc Mélenchon et qui le rapproche, même si l'écart est encore important, de Marine Le Pen, ça lui vaut forcément quelques attaques de la candidate du Rassemblement national, par exemple, ce matin sur France Info. Toutes les hypothèses sont possibles, mais si c'est le cas, alors j'en appelle aux électeurs qui sont attachés à la France. Parce que Jean-Luc Mélenchon, je vous rappelle, c'est le soutien quand même à des théories racialistes, des théories des groupements islamistes. C'est vraiment une politique de déconstruction de notre pays. Donc tous ceux qui sont des patriotes doivent regarder cette situation et voter en conscience. Comment vous analysez cette attaque, Stewart Shaw, de Marine Le Pen? Est-ce que c'est un signe de fébrilité? Est-ce que finalement elle est dans ces thématiques classiques? Je pense que ce qui est bien joué de la part de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il a imposé en l'espace de quelques jours l'idée qu'un second tour Macron-Mélenchon était à la fois peut-être plus désirable pour les Français et qui était
légitime et crédible. Donc effectivement, je pense que les lieutenants qui entourent Marine Le Pen l'ont parfaitement perçu. Pour autant, je trouve que ce qui est intéressant, c'est la question, effectivement, on en revient du pouvoir d'achat sur lequel sont les deux candidats. Marine Le Pen a quand même plutôt bien géré son début de campagne, je dirais de octobre à janvier, où elle a laissé plutôt le terrain à Éric Zemmour avec une thématique monothématique sur l'immigration. Elle est venue très très vite au pouvoir d'achat, avec la crise qui a amplifié, etc., sur un élément qui est quand même surdéterminant dans le vote des Français. 57% des Français considèrent que c'est les mesures qui sont attrées au pouvoir d'achat qui détermineront leur vote. C'est très loin devant les autres indicateurs. 27% la guerre en Ukraine, d'ailleurs qui est liée, et puis ensuite l'environnement qui a moins de 27%. Donc vous voyez, c'est la campagne présidentielle du pouvoir d'achat. Je rajoute juste un petit élément d'analyse qui, moi, me surprend. C'est l'absence dans ce débat-là des corps intermédiaires, des syndicats, sur la présence, effectivement, de ce pouvoir de vivre, de la revalorisation du travail. On a quand même l'impression que le débat est là, mais pas toujours avec les acteurs les plus attendus. Ouais. Alors, sur la question, Gaël Slimane, je reviens vers vous, du travail, de l'emploi. Votre baromètre de ce mois de mars est intéressant parce qu'il ressort que sur ces thématiques qui sont assez prioritaires encore dans cette campagne, Emmanuel Macron bénéficie quand même d'un capital confiance qui est important. Oui, effectivement, c'est le baromètre observateur du travail qu'on réalise pour Morgan Phillips, où on balaye tout un tas de sujets qui sont en lien avec le travail, l'emploi, la manière dont on travaille aujourd'hui, les droits des salariés. Et sur tous ces sujets-là, quand on fait la liste des candidats, alors aucun ne trouve grâce à plus d'une majorité, auprès de plus d'une majorité de Français, mais on rejoint ce que vous disiez les uns et les autres. Jean-Luc Mélenchon a pris beaucoup de retard pour investir le thème du pouvoir d'achat notamment et du travail en général. Parce que là-dessus, Emmanuel Macron est très largement devant les autres, à 43%. Marine Le Pen ne recueille que 37% de jugements positifs sur ce qu'elle ferait si elle était au pouvoir dans le domaine de l'emploi et du travail en France. Valérie Pécresse est à 36%. Jean-Luc Mélenchon est décroché à 29%, pas très loin d'Éric Zemmour. Et pour quelqu'un qui est le dernier représentant finalement de la gauche encore en situation de pouvoir espérer se qualifier au second tour, il aurait pu et dû faire bien mieux s'il ne s'était pas abîmé comme il l'a fait depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron et même avant cela, depuis l'entre-deux tours. Il serait aujourd'hui dans une position bien plus favorable s'il avait aussi investi cette thématique du pouvoir d'achat plus tôt. C'est un petit peu du gâchis pour la gauche parce que je rappelle que la gauche, ça existe en France, les électeurs de gauche, ça existe. Ils avaient encore un président au pouvoir il y a 5 ans. Ils n'ont pas disparu mécaniquement. Ils ne veulent pas voter Hidalgo. Elle est à des niveaux de score extrêmement faibles. Ils n'ont pas été enthousiasmés par Jadot. Et il leur reste Mélenchon, mais ils ont de grosses réserves par rapport à ce candidat-là, pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et puis effectivement, parce qu'il a investi beaucoup trop tard cette thématique clé du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, sur laquelle il avait toutes les cartes en main a priori. Pouvoir d'achat, prix des carburants, évidemment c'était le point de départ du mouvement des Gilets jaunes. Mathieu, il y a eu c'est plus qu'un clin d'œil, quoi. Il y a eu un message appuyé vers les Gilets jaunes avec cette histoire d'amnistie. Ce qui montre bien qu'on est dans un populisme de gauche. C'est-à-dire que Jean-Luc Mélenchon fait feu de tout bois. Les abstentionnistes, ce sont ses réserves de voix. C'est vrai qu'il ne peut pas aller piocher ailleurs parce que ailleurs n'existe pas. Le PS est à 2%. Yannick Jadot, et on verra le score qu'il fait, mais c'est des très très faibles réserves. Quand on prend le total gauche, on peut mettre ça dans tous les sens. Je veux dire, ça ne permet pas de figurer au second tour de belle manière. Donc il faut aller chercher d'autres gens. Et donc dans les abstentionnistes, il y a quand même des clins d'œil plus qu'appuyés à des franges qui ont été dans la radicalité, que ce soit les Gilets jaunes. Donc il veut amnistier les Gilets jaunes qui ont été condamnés. Enfin, il leur promet une amnistie totale. Moi, l'autre qui m'a choqué, c'est le clin d'œil aux anti-vax soignants. C'est-à-dire les soignants qui avaient refusé de se faire soigner et qui, pour le coup, avaient été sortis de l'hôpital, on s'en souvient, qui avait créé la polémique. Jean-Luc Mélenchon leur dit « Venez avec moi, je vous réintègre à l'hôpital ». Donc il y a quand même... on est vraiment dans le... Peut-être il se veut le réceptacle de la colère dont parlait Stewart tout à l'heure, de toutes les colères, parce qu'il a échoué une chose, juste, et je termine là-dessus, il faut se souvenir de qui était Jean-Luc Mélenchon en septembre 2017. Il était élu député, ce qui n'était pas le cas en 2012. Il s'était fait bananer, vous vous souvenez, à Hénin-Beaumont. Donc là, il est élu député, il est à la tête d'un groupe LFI, et il a
tout ce qu'il faut pour être le premier opposant à Emmanuel Macron, parce que la droite est éparpillée façon puzzle et que le PS n'existe plus. Et il engage un rapport de force avec Emmanuel Macron dès l'automne 2017 en disant « Moi, je vais mettre 1 million de personnes dans la rue pour casser les ordonnances sur la loi travail. » Enfin, vous vous souvenez, sur la réforme du travail de Muriel Pénicaud à l'époque. Et il échoue parce qu'il fait pas le lien avec les syndicats, il tente ça tout seul. Et puis après, c'est une longue dégringolade. Mais il avait cette posture-là de réceptacle de toutes les colères. Et là, il essaie, à mon avis, de la retrouver. Vous commencez, puis Jean pour vous. Mais justement, il avait effectivement capté cette colère en 2017, mais le mouvement des Gilets jaunes est intéressant parce qu'on voit que cette colère, il n'arrive pas, lui, à la canaliser. Enfin, il y avait personne n'a réussi d'ailleurs. Oui. Personne. Face à ce mouvement des Gilets jaunes. Lui non plus. Oui, lui non plus. Alors que lui, il capitalisait là-dessus. Enfin, je veux dire, c'était ça, son moteur, c'était précisément cette colère sociale. Donc, d'où problème quand même pour Jean-Luc Mélenchon. Et donc, le mouvement est parti effectivement dans des directions, dans une impulsion propre. Il n'a pas pu capitaliser là-dessus. Et ce qu'il a fait, simplement, c'est de dire, de célébrer Éric Drouet, qui est quand même le monsieur qui a dit on va rentrer à l'Élysée. Donc là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, pour un défenseur de la République, là aussi, ça fait quand même un peu tâche. Donc il y a encore des contradictions, des impuissances qui se sont accumulées jusqu'à aujourd'hui. Jean-Gary, vous vouliez prendre la parole aussi sur ce thème ? Oui, parce qu'il était apparu en 2017 comme Jaurès, le tenant d'une république humaniste et sociale qui s'opposait à la république des start-up d'Emmanuel Macron. Mais il est passé par la case Éric Drouet, justement. Et ça l'a beaucoup brouillé son image. Il essaie de redevenir Jaurès, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et plus grave encore, je le répète, il est à mes yeux le fossoyeur de la gauche française, d'une gauche qui existe ailleurs, en Allemagne, en Italie, en Espagne, d'une gauche qui n'est pas la sienne, qui est une autre gauche, celle qui était réconciliable, comme l'a dit avec raison d'ailleurs Manuel Valls, mais cette gauche existe et elle est écrasée par la direction populiste qui a été prise par Jean-Luc Mélenchon. Et donc, pour lui, il sera très certainement satisfait d'avoir refait peut-être le même coup qu'en 2017, d'arriver très très proche peut-être du second tour, peut-être même d'y être. Mais je répète, à court terme, dans l'histoire de la gauche française, je crois qu'il aura rendu un assez mauvais service. Oui, et les candidats de la gauche social-démocrate l'attaquent évidemment, même angle d'attaque pour Anne Hidalgo et pour Yannick Jadot, Europe Écologie Les Verts, les prises de position passées de Jean-Luc Mélenchon sur Poutine et la Russie. Nos positions sur le conflit ukrainien, nos positions historiques sur Vladimir Poutine. C'est quand même Jean-Luc Mélenchon qui disait que Vladimir Poutine allait régler le problème syrien quand il bombardait les populations civiles, qui considérait que l'Ukraine faisait partie finalement de la Russie, c'est ce qu'il disait. Soit on est pour les démocraties, soit pour les dictatures. Il n'y a pas une troisième voie non alignée avec la complaisance dont Jean-Luc Mélenchon a fait preuve vis-à-vis de Vladimir Poutine, dont il a fait preuve aussi, parce qu'on peut prendre tout le sujet international vis-à-vis de Maduro au Venezuela ou encore de Bachar el-Assad en Syrie. Stewart Shaw, pourquoi, alors peut-être que je me trompe, mais Jean-Luc Mélenchon souffre quand même un peu moins, par exemple, qu'un Éric Zemmour, de ses prises de position passées vis-à-vis du régime de Vladimir Poutine? Alors c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'il pâtit un peu moins par rapport à Éric Zemmour de cette guerre en Ukraine, de ses prises de position. Moi, je pense que déjà, le déterminant du sujet de la relation internationale ou même de ses positions sur son électorat est plutôt faible. Même pour Marine Le Pen, c'est la différence entre Le Pen et Zemmour. C'est-à-dire qu'on a un électorat Zemmour qui est quand même en majorité plus diplômé, donc qui est peut-être aussi plus sensible à ces questions-là, et dans le vote qui est peut-être plus déterminé sur ces aspects-là. Pour Marine Le Pen, c'est peut-être un peu moins le cas. Et je pense que pour Jean-Luc Mélenchon, c'est de la même façon. Je reviens juste, si vous me permettez, sur la question de la colère qu'il n'arrive pas à capitaliser. Je pense qu'il n'arrive pas à capitaliser comme l'ensemble aujourd'hui du personnel politique, parce qu'il pâtit aussi aujourd'hui d'une défiance politique qui est évidente de la part de l'opinion publique, qui considère que ça ne sera pas par la voie politique que procéderont les réponses aux enjeux qui les concernent, dont le pouvoir d'achat. D'ailleurs, chez les jeunes, on le voit bien, ce qui a été le plus formellement dit, c'est qu'il n'y a pas de traduction politique
possible. Et lorsqu'il y en a eu, ça n'a pas fonctionné. Donc la colère qui ne se concrétise pas forcément pour un candidat, c'est aussi, à mon sens, une alerte de la défiance envers le personnel politique. Merci. La colère qui est l'une des émotions, évidemment, que vous analysez dans votre livre. L'opinion des émotions, qui est publié aux éditions de l'Aube et à la Fondation Jean Jaurès. Merci à tous. Je rappelle également, Jean, le titre de votre livre, La tentation du sauveur. C'est aux éditions Payot. Merci encore d'avoir participé à ce débat.